Pod. Vous allez écouter un podcast. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur le pod, en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr. Et bonjour à tous, nouvelle room exceptionnelle du club Le Pod. C'est Emma qui nous a contactés, de Saga Sounds, pour parler de podcasts un peu spéciaux. Les médias, est-ce que le podcast est un média à privilégier pour nos enfants ? On avait déjà fait une room sur les podcasts enfants avec Kikou, et puis on est super heureux de pouvoir en faire une exceptionnelle, puisqu'on avait dit qu'on avait fermé la saison. Et ben non, on en continue. On en fait une juste avant, puisqu'il y a un lancement aussi, et on va parler de tout ça. Et puis Emma, tu as préparé plein de petites choses. Et n'hésitez pas, vous qui êtes dans la room, à monter si vous avez des questions au fur et à mesure. C'est le concept de Clubhouse. Et je laisse la parole à Emma, déjà peut-être pour un petit tour de table rapide. Emma ? Oui, tout à fait, avec grand plaisir. Alors, déjà, peut-être pour me présenter, donc moi, je suis Emma, je suis productrice et directrice artistique chez Saga Sounds, qui est un tout jeune studio de création et de production de podcasts. Donc, pas que de podcasts pour les enfants, de toutes sortes de podcasts. Mais notre premier podcast, c'est un podcast destiné aux familles. Et le premier épisode est sorti aujourd'hui. Il s'appelle Déjà. Et c'est des portraits d'enfants au parcours extraordinaire. Donc, chaque épisode, c'est un enfant qui est au micro. Et donc voilà, donc c'est un grand jour pour nous, on est hyper heureux, et du coup c'est toutes les semaines, tous les jeudis. Et du coup on a eu envie pour fêter un peu cette sortie, d'inviter d'autres podcasteurs et podcasteuses enfants autour de la table et de discuter des podcasts pour enfants avec elles et eux. Du coup on organise cette table ronde avec Kikou, donc il y a Kevin Magne de Kikou qui est ici présent, et le pod représenté par Philippe, que vous avez entendu juste avant. Et donc peut-être que ce serait chouette que les personnes qu'on a invitées se présentent. On peut commencer par Marie-Caroline et Hélène du podcast Maman, j'ai raté l'actu. Bonjour à tous. Donc oui, je suis Marie-Caroline, et il y a aussi Hélène, et toutes les deux depuis septembre 2019, nous avons lancé le podcast d'actualité Maman j'ai raté l'actu, qui propose un journal d'actualité à partir de 8 ans toutes les 2 semaines. Voilà, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Hélène. Écoute, du tout, si ce n'est que dans notre activité aussi, on développe l'éducation aux médias, avec notamment des ateliers de journalisme pour enfants et des ateliers autour du podcast qui plaisent beaucoup et qui fascinent beaucoup les enfants. Super, merci beaucoup. Carole, est-ce que tu peux présenter Bloom ? Oui, tout à fait. Alors moi, je suis Carole Chesson, je suis la productrice de Bloom, la radio des enfants, et ça fait maintenant 10 ans qu'on produit des programmes audio pour les enfants, et un peu tous les genres, je pense qu'on va en parler, mais voilà, on fait du conte et de la comptine, bien sûr, mais on fait aussi des jeux, des émissions, de la gym, des questions d'enfants, plein de contenus différents. Carole, précurseur. Absolument, et puis je suis le dinosaure là. Et Charles, du coup, si on t'entend mieux, est-ce que tu peux nous Oui, parler déjà, des contes du j'espère que soir ? la connexion passera mieux ici. Merci pour l'invitation. Je m'appelle Charles, je produis le podcast qui s'appelle Les Contes du Soir, donc un podcast à histoire. Donc je raconte des histoires en fait que je monte avec deux portes d'entrée. C'est soit par auteur, des auteurs globalement assez classiques, ça peut être Grimm, Andersen. En ce moment, je suis sur La Fontaine. Ou aussi par pays, donc des contes du Japon, d'Inde, de Russie ou d'ailleurs. Et je publie depuis février 2020 à raison d'un conte à chaque pleine et nouvelle lune. Voilà. Donc, je suis un calendrier lunaire. C'est super, c'est assez magique. Eh bien, peut-être que Kevin, tu veux présenter Kikou ? Ouais, carrément. Salut à tous, moi c'est Kevin, je suis le cofondateur de Kikou. Donc Kikou, c'est la plateforme de podcast et d'histoire audio pour les enfants de 0 à 2 ans. Et donc voilà. Merci. Et Philippe, je pense que
pas mal de gens connaissent le pod, mais peut-être que tu peux résumer, si c'est résumable, ce qu'est le pod en quelques phrases. Oui, très, très, très rapidement. Donc le Pod, c'est un magazine papier qu'on a sorti d'abord en papier. Ensuite, on a créé le site web et qu'on a vraiment relancé il y a pas longtemps avec de l'actu qui parle de tout ce qui se passe dans le podcast et qui fédère un peu tous les acteurs du podcast. On a lancé un collectif il y a pas longtemps et puis ça fait sur Clubhouse depuis janvier qu'on fait des rooms. On a fait 53 rooms d'une heure, dont les dernières que vous retrouvez sur le site Le Pod dans la partie Nos podcasts. Donc si vous voulez réécouter les rooms qu'on a fait, il y a eu plein d'interventions sur plein de sujets différents. Et donc c'est publié encore jusqu'à septembre. Chaque semaine, il y a un épisode qui sort et celui-là sera présent aussi sur ce podcast qui s'appelle le pod.cast, pour faire simple. Top. Génial, merci Philippe. Pour démarrer, j'avais juste envie de faire un rappel de quelques chiffres clés. Il y a une étude américaine qui est sortie en 2021 et qui s'appelle Kids Listen. Et donc, il y a des chiffres qui sont ressortis comme 80% des enfants qui écoutent des podcasts les écoutent plus d'une fois. Et 20% les écoutent même au moins 10 fois. Donc, c'est vraiment le phénomène de quand on regardait les cassettes Disney 10 fois, 10 fois d'affilée, voire plus. Les enfants préfèrent les podcasts longs, de 15 à 20 minutes, voire d'une durée supérieure à 30 minutes. Ça, par exemple, j'étais très étonnée parce que je pensais que les enfants avaient une capacité d'attention qui était très courte. Et puis, 18% des enfants écoutent des podcasts de manière active sans faire autre chose en même temps. Donc voilà, c'est encore une fois cette question d'écoute active. On a l'impression que les enfants ont peu d'attention, mais peut-être que c'est les adultes qui manquent beaucoup plus d'attention que les enfants. En tout cas, ces chiffres sont vachement encourageants et toute l'étude sur le podcast pour enfants. Et du coup, j'ai une question qui s'adresse à tout le monde et à la personne peut-être qui veut répondre. Qu'est-ce que l'audio offre comme possibilité dans le récit que d'autres médias n'offrent pas, selon vous? Je ne sais pas si peut-être Carole, qui a été précurseur, tu as envie de te lancer. Eh ben volontiers. Qu'est-ce que l'audio apporte? Alors moi, d'après moi, ce que l'audio apporte et ce qu'on a vraiment constaté, en fait, c'est le plaisir de l'imaginaire. Et je pense que l'audio, en fait, permet aux enfants d'écouter des informations. Ils sont obligés de se créer une image mentale, enfin qui se fait automatiquement, bien entendu. C'est pour ça que je crois beaucoup à l'écoute active. Je pense que quand les enfants écoutent, ils sont extrêmement concentrés. Et du coup, ils se créent leurs propres images. Et du coup, ça, c'est quand même le meilleur des voyages parce que ça va leur permettre de s'inventer des mondes incroyables grâce à ce qu'on va leur raconter. Et je pense qu'en plus, tout le travail qu'on peut faire autour de l'audio, d'habillage sonore, en quelques sons, de les plonger dans une jungle, en quelques sons, de les emmener en pleine mer, etc. Enfin, voilà, l'audio permet vraiment de faire travailler l'imaginaire à fond. Et ça, c'est pour le côté plaisir. Après, pour le côté apprentissage, je pense que l'audio, en fait, comme les enfants sont extrêmement concentrés et qu'ils sont obligés de faire ce travail d'inventer des images, de créer des concepts, voilà, de se figurer en fait ce qu'ils écoutent, c'est quelque chose qui les imprègne très profondément. Et nous, on a constaté vraiment avec beaucoup de stupéfaction que des programmes qui avaient été écoutés parfois il y a 10 ans, maintenant, aujourd'hui, les enfants étaient capables de nous en parler aujourd'hui, ils se souvenaient des informations qu'on leur avait fait passer. Enfin, c'est assez saisissant. Oui, sur la mémoire aussi, ouais, c'est assez Ah oui. incroyable. Est-ce qu'il y en a d'autres personnes qui ont envie de compléter ces propos sur les autres formes de récits? Carole, en effet, moi je partage tout à fait ce que tu viens de dire sur les images mentales. On est complètement là-dedans. Et donc, même pour prolonger, effectivement, il y a un côté moins intrusif. Effectivement, du son est moins anxiogène. Et quand on parle d'actualité, en ce qui nous concerne, c'est vraiment important de pouvoir ne pas effectivement les angoisser avec des images, du son, des infos. C'est trop d'un coup. Et voilà, prendre le temps de l'explication et de leur permettre de s'imaginer ce dont on est en train de parler, c'est primordial. Ouais, en fait, c'est intimiste, mais pas intrusif, j'ai l'impression dans ce que vous dites. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient compléter là-dessus? Ouais, en fait, je vais un peu dans le même sens de ce qui a été dit, précédemment. C'est vrai que le podcast a un grand pouvoir évocateur.
Et puis peut-être une spécificité par rapport à d'autres médias, c'est qu'il est vraiment monosens. C'est-à-dire on est juste sur de l'audio, alors que même quand on est dans le livre, on est sur la vue, parfois sur le toucher, aussi sur l'odeur. Donc là, on est vraiment mais juste sur l'écoute, et ça, je trouve ça super important parce que, notamment pour des enfants, ça permet vraiment de développer des capacités de concentration, et ça, je pense que c'est vraiment essentiel aujourd'hui, c'est un vrai fléau, hein, et moi le premier, je suis pas la personne la plus concentrée du monde, mais c'est vrai qu'on est quand même beaucoup perturbé dans notre quotidien, donc savoir se concentrer, c'est aussi une vraie capacité, et le podcast, je pense, aide là-dedans. Et puis l'apport de l'imaginaire, ouais, bien sûr. Ça, c'est super, c'est extrêmement important, et je pense pas que ça soit forcément à la portée de tous. On est quand même dans le pays de Descartes, on a des chiffres partout autour de nous. Et puis pour accéder à l'imaginaire, je trouve pas que ça soit si évident aujourd'hui. Donc le podcast, ça permet aussi d'y accéder peut-être un peu plus facilement. Et ça pour les enfants, et puis pour les adultes qui deviendront aussi plus tard, je pense que c'est quelque chose d'assez primordial. Ouais, je pense que la question aussi, il y a peut-être des parents qui nous écoutent, qui se posent la question des écrans, du problème du fléau des écrans. Et est-ce que pour vous, du coup, le podcast, c'est la solution pour éloigner les enfants des écrans? Et est-ce que ça représente une bonne alternative aux écrans pour les enfants 10 ou donc 10, donc dyspraxiques, dyslexiques, dysphasiques, ou qui ont du TDAH? Est-ce que ça peut être une bonne alternative, et même aussi, une alternative à la lecture? Parce qu'il y a des enfants qui ont une incapacité justement à entre guillemets «tenir en place» et lire aussi, pendant longtemps. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre, là-dessus? Alors sur la partie imaginaire, bon, c'est clair que c'est fantastique. On parle toujours d'écran plus large qu'au cinéma quand on parle d'audio. Et sur la partie accompagnement pour les jeunes, moi je fais écouter depuis pas longtemps, hein, des podcasts à ma fille qui a 7 ans tous les soirs. Et c'est vrai que c'est devenu un espèce de rituel. Et alors, c'est pas qu'on veut pas raconter des histoires, cela dit, c'est un peu aussi ça, parce que des fois, on n'a pas toujours dans la tête une histoire à raconter. Et puis quand on perd la gymnastique et qu'on écoute des podcasts, alors c'est un peu ça le problème quand on fait écouter les podcasts à ses enfants, c'est qu'on perd un peu la gymnastique d'inventer des histoires. Donc, on devient moins créatif soi-même. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Ouais, je pense que ça peut aider énormément d'enfants qui ont des soucis. On sait qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont identifiés comme dyslexiques, dyspraxiques ou dys, entre guillemets, parce qu'il y a plus de tests. Et en effet, ça va leur permettre de faciliter un certain nombre d'apprentissages sur des thématiques qui sont peut-être difficiles pour eux sur des écrans. Donc le côté audio est magique. On sait que l'audio est en train d'exploser. On parle à son téléphone, on parle à son enceinte connectée, à sa voiture. Et en plus, on peut avoir un retour si on veut avoir des informations ou si on va avoir une histoire ou savoir des choses. Donc c'est vrai que l'audio reprend ses lettres de noblesse. Et c'est ça qui est assez fantastique avec le podcast et avec toute la créativité qui est autour du podcast natif et de tous les nouveaux acteurs qui rentrent dans le podcast natif et qui racontent des histoires aussi intéressantes les unes que les autres. Donc moi je pense que tout ça c'est très très positif pour toutes sortes de personnes, qui soient jeunes, moins jeunes, et là pour les enfants et pour tout type d'enfants. Alors, il y a Magali qui voudrait intervenir, qui est du coup une des personnes qui écoutent pour le moment. Donc, j'invite Magali à parler. Oui, oui, moi je voulais rebondir sur ce que disait Philippe sur effectivement le fait de raconter des histoires. Alors on perd la gymnastique, et puis il y a aussi le fait que tout le monde ne sait pas bien raconter des histoires. C'est vrai que raconter pour que l'enfant s'imagine justement ait accès à cet imaginaire, c'est un travail, on va dire, qui en tout cas ça demande de la dextérité. Et du coup, le podcast est intéressant, je pense, à ce niveau-là. Et je pense aussi que c'est intéressant parce que il y a certains parents qui eux-mêmes ont des 10 et qui ne sont pas dans la capacité de raconter des histoires, ou tout simplement parce que ils souffrent d'illettrisme. Et du coup, ça peut être un moment aussi pour ces
ces parents-là de partager des moments d'histoire et d'avoir accès à l'imaginaire avec leurs enfants. C'est un média supplémentaire hors écran, en fait, qui est quand même accessible. Donc, je pense que c'est bien aussi de travailler à ce niveau-là. Ouais, tout à fait. En fait, ouais, c'est un média aussi qui peut être très inclusif. Euh, on n'arrête pas avec les intimistes, mais pas intrusifs, mais inclusifs. Et du coup, j'ai une question sur est-ce que ça peut être un outil pédagogique dans les écoles? Est-ce que d'ailleurs vous avez connaissance, certains et certaines, du fait que ce soit déjà utilisé pour apprendre les leçons, dans les devoirs, etc. Est-ce que c'est déjà utilisé ou est-ce que même vous avez eu des mains tendues d'écoles ou d'associations en ce sens? Je ne sais pas, par exemple, Alors, Bloom ou oui, tout à fait. Nous, on a eu, en fait, on a produit un projet sur l'écologie qui s'appelle La Petite Reine et qui sont 15 épisodes, en fait, qui parlent d'écologie aux enfants. Et en fait, on a sorti ça en septembre de l'année dernière, donc comme on sort voilà, nos productions habituellement. Et puis en fait, au cours de l'année, on a commencé à recevoir des lettres d'élèves qui étudiaient La Petite Reine à l'école, donc et qui voulaient échanger avec nous, qui voulaient qu'on vienne dans leur classe, qu'on vienne voir leurs travaux, etc. Et c'était assez incroyable parce que on n'avait pas fait ce projet-là pour ça, mais c'est vrai qu'il s'est retrouvé à être étudié dans plusieurs classes par les maîtresses qui donc ont écouté le programme avec les enfants et qui ensuite les ont fait travailler sur mettre en image ce qu'ils avaient entendu, voilà, et essayer de compiler un peu les informations. Elles l'ont utilisé en fait comme support pédagogique pour beaucoup de matières différentes, pour les sciences, pour le français, pour le dessin, pour plein de choses. Et ça a été assez incroyable parce que du coup de voir un projet qu'on produit nous dans notre coin, souvent on fait des podcasts, voilà, on est en studio, on travaille très dur évidemment, mais quand ça sort et que les enfants s'en emparent et que à la fin de l'année on est allé dans les différentes classes et on a rencontré les enfants, c'était magique parce que justement on voyait à quel point l'audio leur avait permis en fait d'appréhender des connaissances et beaucoup d'informations parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations dans ce programme et que l'audio leur avait permis de prendre le temps justement d'écouter, peut-être d'écouter plusieurs fois comme vous le disiez, parce que je pense que effectivement il y a un peu cette tendance-là à écouter en boucle. Et du coup, en mettant en image, en faisant des travaux pédagogiques autour de ce programme, ils avaient appris une quantité de choses absolument incroyables. Et donc là, c'était des classes de CE2, CM1, CM2, et il y avait des enfants 10 dans les classes, et les maîtresses ont toutes eu ce retour extrêmement positif de dire, mais en fait, ça a canalisé l'attention, ils étaient contents, c'était un moment en fait récréatif, mais en même temps reposant. On écoutait tous ensemble le programme, et après on en parlait. Il y avait quelque chose d'extrêmement ludique finalement parce que ça changeait de format, on n'était pas uniquement sur des cahiers, etc. Et c'est vrai que ça a été une expérience absolument géniale et nous on aimerait poursuivre ça parce que je pense que c'est un super support. Alors c'est un super support, Ouais. il y a, il y a bien sûr écouter les podcasts en classe et il y a en créer avec les élèves. Il y a un bouquin qui a été publié il n'y a pas longtemps qui s'appelle Média en classe par Gérard Colavecchio qui travaillait au Clémy pendant longtemps. Le Clémy c'est une structure qui publie beaucoup de livres et de matériel pédagogique pour les écoles, pour les lycées, les collèges et les écoles. Et ils ont sorti ce bouquin qui est vraiment, je vous conseille parce que on a fait d'ailleurs un papier sur la lettre pro de la radio. Je vois que Frédéric est là. D'ailleurs, je vais lui donner la parole sur la partie école et podcast et parents. Mais il y a ce livre qui est vraiment très pratique et qui, quand on est enseignant et qu'on veut faire participer ses élèves, créer un podcast ou créer un média en classe, vous permet de donner plein de petits trucs, des astuces très simples, et ça crée aussi du lien entre les élèves, et ça permet à des 10 de pouvoir participer aussi à l'audio, ce qui est peut-être plus compliqué quand ils sont dyslexiques ou dyspraxiques, alors que quand ils parlent, ils n'ont pas de problème. Après, il y a d'autres personnes qui ont des problèmes pour parler, mais ça, là, on ne peut pas solutionner tous les problèmes de tout le monde avec l'audio, avec le podcast. Frédéric, je pense que tu avais aussi peut-être... donc Frédéric est mon associé sur les éditions HF, et puis s'occupe aussi du pod et rédacteur en chef. Je pense qu'il avait des petites remarques aussi sur les enfants et les parents et le podcast.
Déjà, bonjour à toutes, bonjour à tous. La première remarque, c'est que c'est un thème de room qui est encore une fois super intéressant et qu'on a décliné en long, en large et en travers tout au long de cette saison. Nous, ce qu'on a conclu du podcast en direction des tout petits et grosso modo des enfants, c'était quand même que le premier obstacle à tout ça, c'est un obstacle qui est lié aux parents, hein, notamment pour les tout petits. Donc, c'est un constat qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main parce que la question qu'il faut se poser, c'est que il faut déjà convaincre les parents avant de mettre le pied à l'étrier des enfants pour qu'ils écoutent des podcasts. Donc ça, c'est une frontière qui est vachement étanche quand même, vachement hermétique. Et j'imagine que les parents préfèrent toujours pour leurs enfants des podcasts qui proposent, qui apportent une sorte de valeur ajoutée. Ça, c'est un premier constat qui s'est dégagé dans les rooms ou les articles que l'on a un peu plus fouillés durant la saison. Le premier rempart, sont les parents. C'est finalement eux qui décident de ce que l'enfant va écouter et pas l'inverse. Donc il faut déjà que le podcast plaise déjà au papa ou à la maman. Et puis sur l'aspect éducationnel des choses, moi je suis pas un spécialiste, hein, je suis pas prof, mais je suis assez circonspect sur le fait d'essayer de relier la lecture à une source audio, parce que la lecture, elle est intimement liée à quelque chose de tactile à la base, c'est pas historique, et elle est aussi intimement liée à une démarche visuelle simultanément. Et je pense que c'est déjà un acte compliqué qui demande de la solitude, de la motivation, de la concentration, de l'intérêt, puis surtout du temps. Et je ne crois pas, ou plus, en tous les cas, que ce sont des vertus qui peuvent être utilisées au même moment, au même endroit par un tout petit déjà, et dans nos sociétés modernes. Voilà ce que j'en pense. Mais ça peut être un bon complément, une fin de semaine ou une veille de vacances, de, d'essayer d'encourager les enfants à lire par l'intermédiaire de d'autres supports qu'ils connaissent bien, forcément. Et ça peut être une originalité dans le processus éducationnel, très probablement, mais il y a des méthodes qui sont là et qui ont fait leur preuve depuis des dizaines d'années. Donc je ne suis pas certain que ça puisse remplacer ces méthodes-là, mais plutôt venir en complément, à condition, comme le disait Philippe, que ce soit bien fait. Et c'est le rôle du Clémy, justement, d'accompagner le corps professoral et de lui donner des clés pour qu'il puisse réaliser des projets avec des tout petits. C'est pas une cible facile et c'est souvent une cible qui est impitoyable, mais ça a la qualité de ses défauts et le défaut de ses qualités. C'est-à-dire que vous vous adressez à un public qui a 5-6 ans et si ça lui plaît pas, il va vous le dire tout de suite. Ouais, ça c'est un truc, franchement, les gamins, ils sont infernaux pour ça. Ouais. Si, ouais. moi j'ai écouté des podcasts sur Kiku avec ma fille et quand le podcast elle décroche, ça veut dire qu'il y a un problème de narration dans le podcast et ça arrive. Hein, il y a quelques podcasts qui marchent pas du tout parce que c'est pas forcément bien construit et que ça accroche pas, que c'est pas forcément dit de la manière dont que les enfants aiment. Donc on voit vite quand ça accroche ou quand ça accroche pas. Hein. Les 2 premières minutes, c'est au bout de 2 minutes, elle dit ouais, on peut écouter autre chose. Et là, on sait que il a raté, celui qui a fait ce podcast a raté son coup. Il y a un sujet que j'aime particulièrement d'un Vas-y, point Charles. de vue pédagogique. Je pense que tous les sujets peuvent être abordés, mais aussi pour tous les âges, hein, pas seulement pour les enfants de manière pédagogique. Il y a aussi eu pour le bac pendant le confinement, pas mal de podcasts de révision qui sont sortis, donc pour des enfants un peu plus âgés. Mais donc ça s'adresse aussi à tous les âges. Il y a un sujet en particulier qui, à mon avis, marche bien et qui mériterait aussi d'être davantage mis en avant, ce sont les langues. Les langues, c'est super important pour l'ouverture au monde, ces différentes manières de penser. Je pense que pour les enfants aussi, c'est une excellente opportunité de pouvoir apprendre de nouvelles langues, d'apprendre de nouvelles sensibilités via le podcast. Je trouve que le média s'y prête assez bien. Et en l'occurrence, pour le mien, j'ai vu cette surprise. C'était pas du tout ma cible, mais d'avoir une prof de français brésilienne, donc au Brésil, qui utilisait certains de mes audios pour le transmettre à certains de ses étudiants. Et je trouvais ça super, en fait. C'était pas du tout mon ambition initiale, ça s'est juste révélé comme ça. Mais à y réfléchir, je pense que les langues, c'est aussi un super sujet à développer pour le podcast, notamment pour les enfants. Ouais, complètement. Et Marie-Caroline et Hélène, vous avez vraiment un podcast très pédagogique. Donc, j'imagine qu'il y a des enfants qui peut-être s'appuient sur votre podcast pour parfois réviser des choses ou apprendre évidemment des choses qui vont leur servir à l'école aussi. Je
sais pas si vous avez eu Alors, des retours en ce sens, mais en effet, bah, des retours, justement, c'est étonnant que vous en parliez, des retours de la part de professeurs basés à l'étranger. On en a eu effectivement pas mal de la part de parents expatriés aussi qui veulent que leurs enfants gardent voilà, une pratique courante du français. Donc il y a aussi toute une écoute en dehors des frontières qui est vraiment intéressante. Et je voulais juste revenir sur l'idée de la concentration dont on a parlé tout à l'heure. Dans mes cours d'éducation aux médias, régulièrement, en début de cours, quand je tombe comme un cheveu sur la soupe le jeudi soir à 17h et que ils ont juste envie de rentrer chez eux et qu'ils sont super excités, on commence par s'écouter un épisode de podcast. Pas forcément d'une autre, hein, je ne suis pas sectaire. Et en tout cas, très vite, et ben, la concentration revient. Ça leur permet de se poser, de se calmer, de prendre un temps bah voilà, juste d'écoute. Et il y a à la fois, comme effectivement on l'a dit, c'est quelque chose de très intimiste, mais il y a cette notion de partage toujours. On a des parents aussi qui nous écrivent pour nous dire que nous, on diffuse donc le mercredi et que le mercredi, au moment du goûter, c'est vraiment devenu un moment un peu sacré. Notre épisode dure en général aux alentours de 20 minutes. Et donc, bah voilà, toute la famille se pose pour le goûter et ils écoutent l'épisode et ils en parlent. Et ça permet aussi de lancer des sujets sur l'actualité, mais voilà, d'en discuter en famille, d'aborder des choses. Et notre petite fierté, c'est que parfois des adultes et des parents nous écrivent en nous disant, bah écoutez, moi j'ai 35 ans, je suis pas dans la cible, mais merci beaucoup, j'apprends des choses. Donc voilà, c'est vraiment un média transgénérationnel et qui s'écoute à plusieurs ensemble. ouais, c'est super. Mais j'avais envie de revenir sur ce que tu disais, Frédéric, sur la découverte du podcast qui se fait vachement au travers des parents. Mais est-ce qu'il faudrait favoriser la découverte autonome, donc du coup par les enfants eux-mêmes, ou est-ce que du coup on pourrait considérer ça comme un peu dangereux parce que les parents sont quand même un bon rempart justement pour voir ce que leurs enfants écoutent, ou est-ce que enfin voilà, il faudrait le favoriser? Et si oui, comment? Par exemple, Bloom ou Kiku, vous êtes des plateformes, où il y a que des podcasts pour enfants, donc a priori les enfants, peuvent se balader, seuls sur les plateformes. Est-ce que ça vous arrive d'ailleurs? Peut-être, Oui, Kevin d'abord? oui, on a déjà eu des retours de parents qui, après leur avoir posé la question, nous avaient affirmé que ça leur dérangeait pas de laisser leurs enfants explorer Geekou, parce qu'ils savaient qu'ils étaient dans une bulle protégée, contrairement aux autres plateformes. Et du coup, ils n'allaient pas tomber sur des contenus qui n'étaient pas adaptés à leur âge. Donc, euh, donc en ce sens, Kiku était une bonne alternative à tout ça, et c'est pourquoi on l'avait monté d'ailleurs. Et Bloom, je ne sais pas si vous avez des retours en ce sens? Alors non, c'est vrai que en fait, on a vu beaucoup, l'univers des plateformes et de la diffusion, évoluer au cours des 10 dernières années, vous imaginez bien. C'est vrai qu'on a été super contents quand Kiku est arrivé notamment, mais d'autres, voilà, qui avaient vraiment une section enfant parce que on a un problème de comment être découvert déjà. Ça, c'est quand même compliqué parce que, OK, il y a de plus en plus d'adultes qui consomment du podcast, mais les plateformes de podcast, enfin, on s'y perd aussi, hein, même nous en tant qu'adultes. Donc ça, c'est très compliqué. Mais voilà, est-ce que les parents vont laisser de toute façon leur téléphone à leurs enfants? Enfin, il y a aussi un problème de device en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Comment les enfants écoutent les programmes? C'est une vraie problématique, je pense aujourd'hui. Donc tout ça, bah, c'est pas réglé. Donc nous, on essaye plein de choses différentes, mais c'est vrai que en fait, l'essentiel de notre activité, nous, elle se fait avec des partenaires comme SNCF ou des compagnies aériennes qui diffusent nos programmes, et c'est ça qui fait que on est beaucoup écouté. Sur les plateformes de podcast, ça reste un petit peu compliqué de trouver sa place et de savoir comment faire pour que les enfants nous trouvent. Après, je pense que effectivement, les parents sont ceux qui déclenchent l'écoute, mais je pense que de plus en plus, ils ont compris que c'était un bon moyen de divertir leurs enfants, de les occuper intelligemment, etc. Donc, ils sont de plus en plus volontaires. Donc, voilà, j'y crois, mais je crois beaucoup à des plateformes dédiées comme ce que fait Kevin. C'est une évidence. Moi, j'ai un avis un petit peu plus réservé peut-être sur l'autonomie. Ça ne veut pas dire qu'il en faut pas, mais peut-être un peu plus limité pour une raison en fait un peu haute, c'est que des podcasts, il y en a beaucoup.
y compris des podcasts pour enfants. Et je trouve que déjà en tant qu'adulte, en fait, on fait énormément de choix au quotidien, que ça soit, mais vraiment des choses bêtes, hein, que ça soit la manière de s'habiller, de choisir un yaourt dans les rayons. Enfin, à la fin de journée, parfois, on est juste tellement HS qu'on a du mal à faire à réaliser des décisions un peu simples. Et je me dis que c'est dur pour un adulte, ça peut être dur aussi pour un enfant. Et que si on peut davantage guider ou limiter les choix qu'ils ont à faire quand ils sont petits, c'est peut-être aussi, il y a peut-être une sorte de bénéfice aussi pour eux derrière eux, et puis d'éviter cette culture de zapping. Je ne sais pas si elle existe dans le podcast, ou s'il y a une fidélité des enfants sur les podcasts, ou s'ils changent beaucoup. Mais la culture de zapping, c'est aussi très présent, enfin, je veux dire, dans d'autres médias. Donc cette autonomie, je ne sais pas, hein, peut-être, moi je la verrais davantage limitée. Ça ne veut pas dire l'annihiler, hein, bien sûr, mais en tout cas pas laisser tout un choix complètement à 100%. Si vous me laissez quelques secondes, je peux laisser mon avis comme m'y inviter. Oui, bien sûr. Je pense que le problème de découvrabilité que vous avez pointé il y a quelques secondes est un frein, forcément, bien sûr, chez l'enfant, mais il l'est déjà notamment et d'abord chez les plus grands, hein. C'est aussi ce que l'on ressent, nous, au bout d'une saison. Alors, le marché va progressivement se structurer, donc logiquement, tout devrait naturellement, progressivement s'améliorer, mais on est sur des temps, si j'ose dire, historiques, hein. Il ne s'agit pas de passer son index sur sa tablette pour que ça se passe tout de suite. Donc il va falloir quelques mois, quelques années. Mais pour sûr, hein, moi je ne veux pas vous poser un billet, mais je suis persuadé que dans quelques mois, dans quelques années, on trouvera beaucoup plus rapidement des podcasts en rapport avec ces centres d'intérêt. Pour les plus grands comme pour les plus petits. Mais j'ai envie de vous dire que, et c'est ce dont on a beaucoup parlé cette année aussi, la meilleure des promotions pour faire connaître votre podcast auprès du grand public et là du jeune public, la meilleure des promotions, c'est le bouche à oreille. On n'a jamais, depuis qu'il existe ce bouche à oreille, c'est-à-dire depuis la nuit des temps, on n'a jamais inventé un algorithme ou une solution technique qui soit meilleure que ce bouche à oreille. Tout simplement parce que le bouche à oreille, c'est la promotion la plus loyale. C'est celle que vous rencontrez chez vous, dans un cercle familial ou dans un cercle amical. Et généralement, quand on vous dit « écoute ça parce que c'est bon », généralement, vous suivez le conseil. Ce qui est beaucoup plus difficile si c'est un algorithme ou une publicité au sens propre du terme qui vous invite à suivre, à écouter, à vous abonner, etc. etc. Donc je pense qu'il faut, pour celles et ceux qui fabriquent et qui produisent du podcast en destination du jeune public, il faut déjà bien définir ce qu'est ce bouche à oreille et comment justement l'imprégner chez le jeune public. Alors là, c'est une tâche qui est, je vous l'accorde, complètement ardue, mais le jour où vous aurez des petits de 5, 6, 7 ans qui diront à d'autres petits de leur âge il faut vraiment que tu écoutes ça parce que c'est très bien, ça voudra dire que la boucle sera bouclée et ça voudra dire que vous serez arrivé fort probablement à développer votre podcast. Il y aura de plus en plus de monde sur le marché, donc ce sera de plus en plus difficile, ok, mais avec un peu de chance, avec une bonne stratégie, on connaît les ingrédients, c'est juste le tour de main qui change. Avec de bons ingrédients et un bon tour de main, je pense qu'on peut séduire cette jeune clientèle, entre guillemets, ce jeune public, mais en étant loyal et comme Philippe le disait précédemment, c'est un public qui est impitoyable. Et c'est ce qui est intéressant comparé aux grandes personnes où on est plus ou moins toujours sur la thématique de la bienveillance ou est-ce que tu as aimé? Oui, effectivement, c'était bien. En réalité, vous pensez tout le contraire ou vous n'êtes pas forcément rassasié. Chez le jeune public, c'est au moins ça sert à ça. C'est-à-dire quand il décroche, vous savez que techniquement, peut-être, ou dans le scénario, il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû se passer. Et faut prendre en compte tous ces éléments qui sont nombreux. C'est un marché qui est tout aussi difficile que le marché du podcast pour les plus grands, mais ça en fait un marché qui est tout aussi passionnant, bien entendu. Et après, je suppose, sur les plateformes, que ce soit Kiku ou autre, il y a des recommandations, je suppose qu'on peut mettre des notes ou des choses comme ça. C'est ça qui est aussi intéressant dans ces plateformes, c'est la possibilité de pouvoir avoir une curation par les utilisateurs et par les auditeurs. Donc ça apporte un élément supplémentaire. Ah oui, au lieu de mettre des étoiles, tu peux attribuer des bonbons. 5 bonbons, c'est 5 étoiles, etc. Je pense qu'il faut aussi être créatif et un peu se lâcher quand il s'agit de jeunes enfants. Si vous en avez autour de vous, il ne faut pas hésiter à les encourager, voir, observer comment ils peuvent
réagir. Moi, je suis un peu circonspect aussi sur le temps long hein, chez les petits. Ils sont plus habitués, par exemple, comme nous on l'était. Enfin, moi, je suis un jeune quinca presque. Ils sont plus dans le temps long, quoi. Voilà, c'est 2, 3 minutes. Au-delà, waouh, ça demande des efforts qui sont souvent colossaux. Moi, je vois chez moi, bon, ils sont sollicités toute la journée, hein. Le téléphone, la télévision, même si celle-ci, elle a perdu un peu en vigueur. Bon, la radio, c'est un média plutôt déclinant chez les jeunes. Donc, ils sont extrêmement sollicités et ça veut dire que le pari n'en est que plus difficile à réaliser, hein. Et justement, j'avais envie de vous poser la question à Kikou et puis aussi, enfin à Kevin et à Carole sur les habitudes d'écoute. Quels sont les podcasts qui sont les types de podcasts, hein, pas forcément les podcasts, mais les types de podcasts les plus écoutés. Et, euh, et est-ce qu'il y a des différences de type d'habitudes en fonction des âges? J'imagine que oui. Kevin, peut-être tu peux répondre. Ouais, alors déjà, il faut savoir que nos écoutes, elles seront majoritairement sur des contenus de 3 à 10 ans. Ensuite vient la petite enfance, donc avant 3 ans, et on a une minorité d'écoute sur les contenus de plus de 10 ans. Et globalement, c'est les histoires audio qui attirent le plus d'écoute, suivis par les podcasts éducatifs comme ceux de Bloom ou ceux de Maman j'ai raté l'actu. On va avoir des pics d'écoute aussi sur les comptines avant 3 ans, et on va avoir un début d'écoute sur les podcasts éducatifs à partir de 3 ans. Mais globalement, c'est les histoires audio qui remportent un peu la palme chez nous, quoi. Carole, tu t'observes un peu la même chose? Alors oui, effectivement, c'est-à-dire que nous, donc on a plusieurs rubriques très différentes. En fait, ce qui se passe, c'est que évidemment les comptes se taillent la part belle, hein, il n'y a pas de doute sur la question, par rapport à d'autres contenus qui sont un peu plus atypiques, disons, comme les jeux ou la gym ou même les questions d'enfants. Ce que je pense, bah, c'est justement pour ça reboucle avec ce qu'on disait avant, c'est que la recherche que font les parents la plupart du temps, c'est histoire audio pour enfants ou contes pour enfants, etc. Donc c'est pour ça qu'ils vont plus naturellement sur ces contenus-là, ils arrivent plus naturellement sur ces contenus-là. Mais ce qu'on constate, c'est que petit à petit, nous en fait, on a fait 2 fils de podcasts différents, un avec plutôt nos activités où on s'amuse, etc. Et puis un autre où on écoute des histoires. Celui où on écoute des histoires est beaucoup plus écouté, mais une fois qu'ils ont découvert notre autre fil de podcast où on fait les activités et tout, ils y adhèrent. Donc ils sont là au rendez-vous tous les mercredis quand on publie notre nouveau jeu ou notre nouvelle activité, ils viennent. Mais c'est pas la première recherche en fait faite. Et oui, parce que c'est les parents qui recherchent, et donc Bah c'est oui, bien aussi sûr. en fonction de ce que eux peut-être ont envie d'entendre, ou en tout cas ce qu'ils s'imaginent d'être le podcast. Moi, je pense ça, effectivement, que les parents vont aller chercher l'histoire audio, ça leur semble logique. Enfin, le podcast, ça doit être ça. Ils vont moins chercher gym audio, par exemple, ou émission audio. Mais nous, vraiment, on prône cette diversité de contenu parce qu'au même titre que nous, adultes, on aime écouter des choses très différentes. Bah, on aime proposer, en fait, des rubriques très différentes aux enfants. Ouais. Je ne sais pas si quelqu'un voulait prendre la parole, sinon j'ai une question pour Marie-Caroline et Hélène. Alors, j'ai l'impression que je peux poser ma question. Du coup, à votre avis, quel est l'avenir du journalisme, du podcast éducatif pour les enfants? Alors, c'est vrai que nous, on part vraiment avec Hélène sur l'idée que nos auditeurs sont des, futurs citoyens, donc des personnes qui vont être, plus tard, confrontées, du coup au monde des médias et du coup, on axe vraiment sur, les familiariser avec, des éléments qu'on voit déjà dans le journalisme pour adultes, par exemple, l'enquête, le reportage, donc tout ce qui est rouage, donc c'est vraiment, la notion de rendre le journalisme transparent. Pourquoi on fait cette démarche? Pourquoi on parle de ça? Puisque les fake news et par exemple tout ce qui est théorie du complot, on a bien vu que ça touchait aussi les enfants dans les cours de récréation. Et on part aussi du principe qu'en fait, les enfants, ils ont besoin de comprendre et qu'il faut prendre le temps d'expliquer. Ce que peu de médias font en fait. Et c'est aussi là l'avantage de l'audio, c'est qu'on peut prendre le temps et surtout à Maman j'ai raté l'actu, on n'hésite pas à passer 10 minutes sur un sujet et surtout, on ne prend pas les enfants pour des imbéciles, sachant qu'on va parler de nombreux sujets,
par exemple, on a eu un Ludovic qui est un éboueur star de TikTok. On sait que TikTok, c'est à partir de 13 ans. On sait que c'est pas forcément bien apprécié des parents, mais on se dit, bah, les enfants, c'est quelque chose qu'ils utilisent tous les jours. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. On peut aussi parler des jeux vidéo sur téléphone. Et on se dit, bah, au lieu de vraiment mettre ça de côté, un peu de le censurer, pourquoi pas en parler de manière honnête, de partir du principe que voilà, ce sont des utilisateurs et du coup essayer vraiment de comment dire les familiariser et voilà, essayer aussi de leur apprendre aussi à l'utiliser de manière saine. On dit voilà, TikTok, il faut passer peut-être pas avec un adulte. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de rendre le journalisme transparent et de prendre le temps de leur expliquer. Et on pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment une espèce d'axe de citoyenneté. Enfin, en tout cas, c'est ce qui nous semble important. Je ne sais pas si Hélène, tu as des choses à rajouter. Non, non, absolument, tu as bien parlé. Oui, voilà. Et puis, il y a tout le côté aussi, donc le temps de l'explication, mais aussi trouver les bons interlocuteurs pour apporter la réponse la plus sensée et précise. On a aussi effectivement une partie de l'émission où on répond à des questions qui nous ont été envoyées par des enfants sous format audio. Et, euh, et voilà, leur apporter, leur donner les clés et du journalisme et du monde qui les entoure en essayant de trouver les meilleurs interlocuteurs, bah ouais, ça me paraît hyper important et effectivement, je pense que l'avenir du journalisme pour enfants est aussi là-dedans en fait, trouver les meilleurs interlocuteurs pour leur apporter la meilleure réponse et surtout formuler de la meilleure manière parce que parfois on s'est retrouvé confronté à des scientifiques très très calés, mais alors pour arriver à avoir une réponse intelligible, il a fallu bosser quelques minutes. Moi, je bosse pas mal sur le climat, pas en podcast pour le coup, et du coup, j'écoute beaucoup de scientifiques, et pour moi, de les comprendre déjà, c'est hyper compliqué, donc je comprends bien. Je sais pas s'il y a d'autres gens qui voulaient réagir sur vraiment cette thématique du journalisme pour enfants. Sinon, j'avais une question pour Non, Charles je sur... pense, mais j'avais simplement vas-y, Philippe. une petite réaction par rapport à ce qui se fait à l'étranger. Sur les, je reviens aux médias en classe parce que moi, il y a quelque chose qui m'hallucine. Alors, il y a quelques web radios dans les classes, dans des cinquièmes, dans les quatrièmes, dans les troisièmes, des fois au lycée, mais c'est rare. Mais il n'y a pas véritablement, mais à cause de l'éducation nationale, hein, qui n'est pas pour l'entrée d'un média dans un collège ou dans un lycée, mais il n'existe, enfin, il y en a, moi, à ma connaissance, il n'y a pas de vrais médias comme il y a aux États-Unis, par exemple, où il y a une vraie communication autour d'un magazine, autour d'un site web, autour d'une télé et d'une radio. Il y a vraiment un vrai travail qui est fait par les étudiants. En France, ça n'existe pas. Donc déjà, je pense qu'il y a un problème au niveau de l'éducation nationale par rapport aux médias. Très peu utilisent vraiment les médias en classe ou font faire des médias aux enfants. Et c'est ça qu'il faudrait peut-être commencer à faire. Alors de plus en plus, pour le coup, nous c'est vrai qu'on intervient beaucoup, autant sur la rédaction de journal que sur le podcast là qui commence vraiment à émerger. Après, bah, il y a aussi tout simplement des problèmes inhérents à l'éducation nationale en termes de coûts et en termes de temps. Les professeurs ont voilà, des gros problèmes pour faire rentrer tout dans les cases de l'emploi du temps. Mais vraiment, ça se développe et nous, justement, on aimerait essayer de développer ça dans les zones rurales, dans les outre-mer aussi, qui sont trop souvent oubliées maintenant, Paris, Lyon, Bordeaux. Ok, il y a de l'éducation aux médias, mais pas assez dans ces zones oubliées, quoi. Du coup, j'avais envie de parler de fiction. On n'a plus beaucoup de temps. N'hésitez pas d'ailleurs à lever la main. Je sais pas, je crois que c'est ça, hein, c'est comme ça qu'on fait. Je ne suis pas une Ouais, experte c'est de ça. Clubhouse, mais voilà, pour prendre la parole si vous avez des questions. Et j'ai une question pour Charles, mais en fait, c'est pour tous les invités. Mais quel est l'avenir pour vous de la fiction jeunesse? Est-ce que vous pensez qu'il y aura à un moment donné des grosses productions de fiction de podcast, comme il y a des grosses productions de films jeunesse, par exemple? Il y a déjà pas mal d'émissions et de podcasts de fiction qui sortent depuis quelques années maintenant, ce qui est très bien, de la fiction jeunesse. Une remarque peut-être sur l'ensemble, c'est que je trouve que c'est quand même très cloisonné par tranche d'âge, et bon, peut-être à raison aussi, il faut avoir ses cibles.
Mais je me dis que si un jour on doit voir émerger une sorte de Pixar du podcast, avec de vrais héros inventés, des histoires, je me dis qu'il faudrait que ça parle en fait aux enfants comme aux parents. Comme vous regardez Pixar toujours, je sais pas, un dessin animé comme Là-haut, il y a plusieurs degrés de lecture. Vous pouvez regarder ça avec votre enfant, l'enfant il verra quelque chose, et puis l'adulte il pourra voir aussi d'autres petites nuances. Et peut-être que si ces grosses productions de podcasts doivent sortir, je me dis que la clé pour la cible jeunesse passera peut-être par cette capacité à pouvoir faire passer des discours ou des histoires qui en fait parlent à tout le monde. Alors, moi, c'est ce que j'essaye de faire, mais alors super modestement, surtout qu'en plus, j'invente rien, puisque je reprends des histoires qui existent déjà, ou d'auteurs qui existent déjà. Mais en l'occurrence, ce sont des histoires qui ne sont pas forcément que dédiées à la jeunesse. Quand vous lisez des contes de Grimm ou d'Andersen, tout n'est pas forcément dédié à la jeunesse, comme on pourrait l'entendre d'une manière un peu classique. Et pourtant, voilà, ce sont des histoires qui durent, que les enfants apprécient, que les parents apprécient, et puis qui durent dans le temps. Donc je me dis que peut-être que l'avenir du podcast en grosse production, si jamais elle doit arriver, ça passera par cette transversalité. Ouais, le problème, c'est que ça demande des moyens colossaux, hein. On le voit, et on parlait dans une room de Tintin, qui est l'adaptation de Tintin en podcast, qui est vraiment super bien faite. C'est très difficile de faire une bonne fiction en podcast. Enfin, les essais, il y en a pas mal qui se créent pour les adultes et pas forcément pour les enfants, et qui sont pas forcément très... je sais pas, enfin moi j'ai du mal. Autant si on écoute l'audio d'un film, d'une série télé, on arrive à vraiment ressentir quelque chose, autant quand on écoute certaines fictions, et la plupart des fictions qu'on peut entendre aujourd'hui, c'est quand même loin d'avoir... mais parce que pour des problèmes de coût, hein, et je comprends tout à fait, hein, c'est embaucher des vrais comédiens, des vraies voix pour faire une vraie fiction en situation, c'est compliqué parce que ça demande quasiment autant de moyens alors, que de faire doubler très bien un film, par exemple. Et puis surtout, Philippe, si je peux me permettre, des voix connues, célèbres. C'est ce qui fait défaut aujourd'hui au podcast, comme le podcast pour les petits, comme celui qui est destiné aux grands. Mais je voudrais vous rappeler quand même qu'on n'a rien inventé, hein, parce que dans les années 70, moi je me souviens, l'audio en direction du jeune public a aussi connu ses heures de gloire, hein. Alors, Internet n'existait pas, hein, forcément, mais les enfants, à l'époque, enfin moi-même, parce que je l'ai vécu, on disposait de manche-disques. Et à cette époque, vous pouvez le vérifier n'importe où, hein, de nombreux acteurs. D'abord, je fais référence à Fernandel, par exemple, qui avait réalisé comment s'appelle, la chef de Monsieur Seguin d'Alphonse Daudet, ou encore Marlène Jobert, qui avait fait beaucoup d'adaptations des contes de Charles Perrault sur 45 tours et sur 33 tours. Et c'est vraiment une épopée, hein, je vous assure, hein. Tout le monde écoute, enfin quand je dis tout le monde, ceux qui avaient des manches-disques achetaient les 45 tours de ces acteurs qui étaient donc connus, qui racontaient des histoires, et puis ça a marché, qui... assez brutalement, soudainement, il a disparu, il a même définitivement disparu avec la naissance et l'arrivée du... comment ça s'appelle, Philippe, le MP3. Et donc il faut espérer finalement que l'audio digital ait une durée de vie qui soit plus longue que le 45 tours ou que le 33 tours. Mais on sent bien qu'en fonction des époques, moi, je vous parle d'une époque il y a 50 ans, ça a marché. Je veux dire, la jeunesse était quand même très sensible aux contes de Perrault racontés avec cette voix douce de Marlène Jobert, ou à la chef de Monsieur Seguin, c'est deux exemples qui me reviennent, qui étaient, si j'ose dire, mis en musique, mis en ondes, enregistrés par Fernandel. Donc tant que le marché du podcast, et c'est pas Philippe qui va dire le contraire, et j'en terminerai là, tant que le marché du podcast, il n'est pas porté par des personnalités, c'est-à-dire qu'il n'est pas incarné par des visages, et quand j'entends personnalité, ce sont des gens qui sont connus par les Français. Ça décollera, mais ça décollera pas aussi rapidement. Et si vous arrivez à convaincre, c'est rien, moi, un acteur comme Omar Sy, enfin je sais pas, je connais pas bien le milieu cinématographique, mais en tous les cas, une grande figure du cinéma français ou européen à s'engouffrer dans la brèche et à conter une histoire, ça ira forcément beaucoup plus vite. Donc il faut que le podcast aussi, à un moment donné, il s'incarne. Il faut que les producteurs que vous êtes, ils prennent aussi des risques en demandant à des actrices ou à des acteurs de prendre le taureau par les cornes et de prêter leur voix pour incarner votre podcast. Il y a de très bons acteurs, il y a de très bons comédiens, très bonnes voix off. Je ne suis pas certain que ce soit suffisant. Et à un moment donné, il faut jouer des coudes et
prendre des grandes box et essayer de convaincre des personnalités pour qu'elles incarnent le programme et pour que le programme soit beaucoup plus consommé, surtout beaucoup plus rapidement. Je pense qu'il en existe, et on va laisser parler Yannick qui vient de monter, mais je pense qu'il Je doit en curieux de savoir exister, qui. mais on a un problème avec le podcast, c'est que le podcast n'est pas encore mainstream et pas encore suffisamment Et connu voilà. pour faire en sorte que même ceux qui... alors je sais pas, peut-être que vous en connaissez dans la room, des gens qui... des podcasts avec des voix très connues en fiction, et je pense qu'il doit en exister, mais à mon avis, il y a aussi ce problème d'initialisation du podcast en France qui est très loin d'être Absolument, ouais. d'être encore là, et donc si on a un très bon produit, si on communique pas dessus et si les gens ne savent pas que ça existe, ça changera rien. Ouais, c'est ça aussi le problème. Donc il faut incarner, quoi. Il faut trouver un visage, une voix, il faut mettre un nom sur un visage, et il faut que... voilà, et à l'époque, il y avait Fernandel, je parle de Marlène Jobert ou de Chantal Goya ou de Dorothée. Bon, aujourd'hui, sur le marché, c'est un marché néant, quoi. L'encéphalogramme est plein sur le marché de la jeunesse, quoi. Enfin, c'est pas 2-3 youtubeurs qui vont le porter, quoi. Donc tant qu'il n'y aura pas finalement des gens qui amèneront une crédibilité de cette façon-là, moi, je suis pas certain que ça s'envole. Hein. Ça va s'envoler progressivement parce que je vous dis, ce que je disais tout à l'heure, le marché il va se structurer. Il est forcé d'ailleurs à se structurer. Donc il y en a qui vont rester, il y en a qui vont disparaître, comme tous les marchés. Mais il pourrait avancer beaucoup plus rapidement si derrière il y avait des célébrités, des stars du cinéma ou que avec la com qui va avec. Avec la com qui va avec la com qui va avec. Oui, vous n'avez rien sans rien, ça c'est sûr. Hein. Excusez-moi, je coupe, mais il y a quand même de gros projets qui se font avec des gens très connus comme Oli de France Inter, ou enfin, il y a quand même des choses qui se font. Je vous trouve très négatif. Il y a beaucoup de comédiens qui sont prêts à participer à ça. Il y a Alma Studio avec énormément de grandes voix. On parlait de fiction. Hein. Je parlais de fiction. Oui, de fiction, je vous parle de fiction. Parce que Oli, c'est de l'histoire, c'est pas de la fiction. Comment ça Une histoire et Oli, c'est France Inter, c'est pas de la fiction, c'est des vraies histoires racontées. Une fiction, pour moi, c'est vraiment un film comme on a des fictions à la télévision ou dans les séries télé. D'accord, mais si l'idée c'est de faire porter par des grandes voix des gens connus, en tout cas, ah oui, non, mais ça France existe. Inter, Oui, ça existe. la studio s'y essaye aussi. Je pense que c'est des choses qui vont avoir lieu. Après, effectivement, nous des fictions, on en a fait plusieurs. On en a fait pour Cybèle, on en a fait pour Audible, on en a fait pas mal. Ça coûte cher, effectivement. Et puis c'est vrai que le marché aujourd'hui est un peu, enfin, c'est difficile de rentrer dans ses frais, voilà. Mais je pense que c'est le pari gagnant. De la même manière que Netflix, à un moment, s'est lancé dans les originaux et s'est dit bon bah il faut produire. Je pense que c'est ça la bonne démarche, et j'espère qu'il va y en avoir de plus en plus, voilà, pour arriver à faire ça. Mais ça coûte cher, donc on aurait peut-être besoin d'être aidé, on aurait peut-être besoin d'aide à la création qui viendrait de l'État, on aurait peut-être besoin d'être plus soutenu, parce que en tant que producteur, c'est vrai que trouver les fonds pour produire ça, ça fait beaucoup de fonds, quoi. Petit clin d'œil à Binge, enfin à Opia, qui a fait une réunion ce soir, Absolument. à 16h, sur justement... Absolument. Non, c'est très important. On a besoin de cette aide-là. Pourquoi les autres secteurs culturels en bénéficient et pas nous? Il n'y a aucune raison, puisqu'on est là aussi et on est en train de créer des choses, et on est tout à fait de bons candidats pour être aidés. Moi, j'ai juste un exemple en mémoire. La fiction, c'est Spotify qui avait produit ça, Le Nuage, avec voilà, c'est le seul exemple de fiction. On t'entend très très mal, ça coupe vraiment beaucoup. Je ne sais pas si tu peux te déplacer un peu. J'ai cru comprendre ce que voulait dire Charles. Je crois qu'il parle du podcast Le Nuage, qui a été produit par Nouvelles Écoutes. C'est ça. Ok, il y a Emmanuel DeVos et Damien Bonnard, et j'allais citer aussi le podcast Sarah avec Virginie Efira. Donc il y a quand même de plus en plus de grands comédiens, en tout cas comédiens connus, qui participent à des podcasts. Mais en effet, voilà, il faut les payer aussi, ces comédiens. Faut les payer. Mais il faut savoir que ça existe, ce podcast. Parce que nous, on en entend parler parce qu'on est dans l'écosystème. Mais c'est bien d'avoir un catalogue, et c'est super de produire avec les coûts malheureusement qui vont avec, donc ça veut dire qu'il faut arriver à tenir, donc ça c'est très bien, mais le grand souci de tout ça, c'est que personne ne le sait. Ouais,
Mais ça, c'est encore une autre question. Je pense que Mais faut c'est pour pas ça qu'on est rentrer là dans le aussi, blabla hein. avant. On est là Bah, bien pour sûr. aider à faire en sorte que le podcast se démocratise et que tout le monde en entende parler. Et ça va Ouais, arriver dans l'année ou dans complètement. les 2 ans à venir. Donc c'est bien de se préparer, c'est bien d'avoir plein de contenu parce que il va y avoir, c'est pas qu'une bulle, il va y avoir une véritable industrie qui va se mettre en place en France, comme c'est le cas aux États-Unis ou en Angleterre. Complètement. Yannick, tu voulais prendre la parole tout à l'heure, peut-être sur autre chose, mais je te laisse la parole. Non, effectivement, bah, bonjour à tous. Donc, effectivement, c'est juste que j'ai entendu parler Frédéric. Et effectivement, c'est pas la première fois que j'entends son scepticisme par rapport au contenu enfant. Mais je voulais juste, et je rejoins totalement Carole sur ce point-là, c'est que ce que vous semblez oublier, c'est qu'il y a un vrai modèle économique derrière. On peut prendre des belles voix, on peut faire en sorte de communiquer, on peut faire en sorte que tout le monde soit au courant. Par contre, il faut savoir monétiser tout ça. Et aujourd'hui, je voulais juste vous donner juste quelques chiffres sur l'état du marché de l'enfant en France, en fait. Aujourd'hui, quand on sait que les enfants de moins de 6 ans, ils vivent dans un foyer qui a un niveau de vie de moins de 21 300 euros par an, et qu'un enfant de 6 ans sur 5 vit dans un ménage pauvre, c'est-à-dire à 12 490 euros, ça remet un peu tout en exergue l'écosystème déjà du premium, par exemple, c'est un vrai point, et surtout l'écosystème du fait de se dire, bah, on va prendre ces grosses voix, c'est bien, mais comment on les paye, comment on les rémunère? Oui, effectivement, on a la chance d'avoir des plateformes qui ont peut-être énormément de moyens et qui peuvent se permettre de produire avec des noms. Mais à un moment donné, le point est que il faut trouver un modèle rentable, un modèle économique. Et ça, on est encore compliqué sur le modèle de l'enfant. Oui, Ouais, c'est complètement. clair. Mais du podcast en général même, hein, c'est encore quand même très compliqué. Normalement, cette room est censée s'arrêter à 14 heures. Alors, je ne sais pas quels sont les us et coutumes de Clubhouse, si on peut durer un peu ou Ah non, mais si on doit Clubhouse, s'arrêter si tu là. veux durer 4 heures, tu peux durer 4 heures, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas sûr de rester pendant les 4 heures, mais il n'y a pas de limite en C'est fait. ça. C'est surtout la limite qu'on se donne et qu'on donne à ceux qui sont là et qui doivent certainement aussi passer par le Bien bureau. sûr, carrément. Ouais, moi je vais devoir vous laisser Thomas, parce que j'ai une réu qui commence tout juste là. Ok, peut-être ce qui serait quand même chouette avant qu'on se quitte, c'est que chacun rappelle peut-être son podcast, mais aussi surtout les actus, parce qu'il y a peut-être des nouvelles choses dont vous voulez parler avant de se quitter. Charles, peut-être? des actus, je ne sais pas, mais là je travaille sur La Fontaine parce qu'on fête les 400 ans de sa naissance. Donc c'est aussi du beau texte, et puis de belles histoires, ce ne sont pas des contes, ce sont des fables. Mais c'est toujours aussi avec beaucoup de plaisir, en tout cas que moi je lis et je partage des textes qui peuvent être connus et puis d'autres moins. Et puis juste un petit mot pour rebondir juste sur ce qui a été dit avant, c'est que bon, moi je ne fais pas de super production et je ne vais pas payer d'acteurs, mais puisqu'on parlait aussi de bouche à oreille et que le podcast c'est aussi un média qui est accessible, c'est un média de partage, tout le monde peut a priori pour un coût moindre pouvoir participer. Je fais participer des amis ou des enfants d'amis et au niveau du bouche à oreille, ça marche pas mal et je trouve qu'en termes de partage, c'est aussi vraiment sympa. Donc voilà, on peut aussi prendre du plaisir sans passer, au-delà du modèle économique et de la professionnalisation. Au niveau de l'amateur, il y a quand même pas mal de choses à faire avec ce média. Voilà, c'est ce que je tenais à souligner pour finir. Merci Je vais beaucoup, juste vous Kevin. laisser, moi j'étais ravi d'intervenir et je laisse Kevin finir ce podcast. Merci. Merci beaucoup, Yannick. Et donc, du coup, Kevin, vu que tu dois enchaîner dans pas longtemps avec ta réunion, quels sont, du coup, Vous en êtes où avec Kikou, en gros? Yes, et ben en gros, Kikou continue son chemin grâce aux producteurs qui sont toujours de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Et là, on a sorti l'offre premium B2B à destination des crèches, médiathèques et écoles parce que nous aussi, on a été contactés par pas mal de professeurs et maîtresses d'école qui utilisent Kikou en activité ou en support pédagogique. Donc là, on va accélérer les choses dessus et on a encore plein de nouveautés qui vont arriver durant l'été. Mais j'en dis pas plus. Super. Carole? Alors, pour ce qui est de l'actu de Bloom, nous, donc, comme je disais, on a 2 fils de podcast. C'est tous les mercredis, une nouvelle activité sur le Happy Podcast de Bloom. Et tous les vendredis, une nouvelle histoire ou une nouvelle émission sur le podcast
Chill de Bloom. Donc ça c'est toute l'année. Et puis, on vient de sortir notre grande histoire de l'été qui s'appelle La Chevalière Pépouze et qui est une histoire de chevalière féministe qui délivre les princesses par esprit de sororité. Et donc voilà, et ça c'est sur notre site laradiodesenfants.fr. Oh là là, j'ai trop hâte d'écouter tout ça là, entre Charles et Carole, ça me donne trop envie. Marie-Caroline, Oui, alors nous, tout l'été, une fois par semaine, vous pouvez retrouver nos hors-séries. Donc là, par exemple, ce mercredi, c'était sur l'abandon des animaux. C'est pas très joyeux, mais bon, c'est d'actualité. La saison 3 de Maman j'ai raté l'actu à partir du 1er septembre. Et on va également lancer à la rentrée nos abonnements payants. Et nous allons développer nos ateliers d'éducation aux médias. trop bien, génial. Et puis pour ce qui est de Saga Sounds, on a notre premier podcast dont je parlais au tout début qui s'appelle Déjà et dont le premier épisode est sorti aujourd'hui. Et ce sont des portraits, on donne la parole à des enfants de 10 à 14 ans qui racontent leur vie extraordinaire. Donc la première est Gala qui a monté à 12 ans son association de lutte contre la précarité et la maladie chez les enfants et elle est juste incroyable. Et donc voilà, donc à retrouver tous les jeudis, tout l'été, donc on est hyper contents. Et on a hâte aussi d'avoir vos avis professionnels et non professionnels. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette room. Merci à Philippe, Frédéric et à tous les invités. Et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Bah oui, et puis Merci n'hésitez beaucoup. pas à nous envoyer vos communiqués, bien entendu. Je rappelle, hein, si vous ne communiquez pas ou si vous n'avez pas un communiqué de presse, c'est compliqué de reprendre les actualités pour nous. Donc, envoyez-nous vos communiqués avec des photos, des visuels pour qu'on puisse plus facilement parler de vous. Et puis, si vous avez envie aussi de parler de vous-même ou de parler de podcast en général, vous pouvez bien sûr faire partie du collectif Le Pod. Vous allez sur lepod.club, CLUB, et vous avez toutes les infos qui sont indiquées là. Et on vous offre même un exemplaire du magazine Le Pod pour ceux qui sont dans la room et qui veulent laisser vos coordonnées sur ce site. On vous envoie le dernier numéro du Pod qui est sorti fin juin et qui sera accessible en digital début août ou mi-août. On attend déjà que nos lieux de diffusion de la version papier diffusent le magazine et ensuite la version digitale gratuite sera disponible. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos communiqués pour le site et on parlera bien entendu de toutes ces sorties et on mettra ce podcast dedans. On va faire un papier, tiens, je vais dire je sais pas, Emma, tu as envoyé un communiqué à Cécile au pod ou pas? Sur Déjà ou Ouais, sur cet événement sur Déjà. aujourd'hui? Sur Déjà, je pense que je l'ai fait, ouais. Mais on va vérifier ça Bon, tout de suite je vais avec vérifier Inès. avec Cécile et puis on va mettre le podcast dans un petit papier si ça n'a pas été déjà fait et comme ça annoncera un peu le lancement. Bravo en tout cas à tous et à toutes pour ce que vous faites et les podcasts que vous réalisez. Et on reprendra toutes vos actualités avec plaisir sur lepod.fr. Et puis, bonnes vacances. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. À bientôt. Merci. Et on termine Merci à vous. avec un petit jingle. Salut à tous. Au revoir. Vous allez écouter un podcast. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur le pod, en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr.